Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Jacques Beau, colonel à la retraite des services de renseignement suisses, pour discuter de la situation en Europe. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Government into World to Nouveau. Eh bien, ces derniers temps, pas seulement les semaines, mais même les jours récents, ont été assez chaotiques ici en Europe, comme vous le constatez depuis Bruxelles. On entend dire que, soi-disant, des drones russes sont entrés en Pologne, des avions russes ont pénétré dans l'espace estonien. Les Européens exigent que l'Amérique adopte une position plus ferme contre la Russie et se fâchent lorsqu'elle ne le fait pas. Ensuite, Trump finit par s'exprimer, affirmant que la Russie est faible, que l'Ukraine est en train de gagner, qu'elle peut reprendre tout son territoire, et pourquoi ne pas prendre aussi un peu de territoire russe. Pendant ce temps, les Européens disent qu'ils devraient abattre des avions russes. Je veux dire, c'est vraiment Trump en va-t-en-guerre surmultiplié. Mais en même temps, il envoie le message que les Américains resteront en dehors de tout ça. S'ils veulent abattre des avions ou autres, que l'Amérique ne s'en mêle pas. Bien sûr, nous vous vendrons les armes, mais nous avons d'autres choses à faire. Donc les Européens sont passés d'abord à célébrer le fait que Trump s'était complètement converti à la position de Biden. Puis soudainement, on les voit lire entre les lignes. D'abord, Donald Tusk affirme qu'il semble que les États-Unis transfèrent la responsabilité de l'Ukraine aux Européens. Et maintenant, le Financial Times rapporte la même chose. Les Européens s'inquiètent que Trump essaie de leur faire porter la responsabilité de l'échec en Ukraine. Donc, en reconnaissant qu'il s'agit d'un échec ukrainien, que la guerre est en train d'être perdue, cela semble contredire toute cette déclaration, selon laquelle nous allons revenir dans ce monde imaginaire où les Ukrainiens étaient en train de gagner. Mais que se passe-t-il en Europe? Quels sont leurs calculs? Qu'espèrent-ils? Je sais que les Européens désignent de nombreux pays, de nombreux intérêts au sein de chaque pays. Mais malgré tout, la situation devient un peu chaotique. Et on sent la panique dans l'air ici. Absolument. Et je pense qu'il y a une panique partout dans le monde, parce que quand on écoute Donald Trump, et évidemment ce qu'il a dit lors de l'Assemblée générale de l'ONU, tant en privé qu'officiellement ces derniers temps, il est très difficile de comprendre exactement quelle est la stratégie des États-Unis. Et comme je le dis toujours, j'ai le sentiment que Trump a peut-être de bonnes idées, probablement, pour sortir de ce conflit et essayer de créer les conditions pour le résoudre. Je dis créer les conditions, pas faire la paix, parce que je ne suis pas sûr que les Américains fassent cela. Mais ils essaient de s'extraire du conflit, ce qui est fondamentalement une bonne idée. Le problème avec Trump, comme avec son prédécesseur, même si son prédécesseur avait probablement une stratégie plus établie, c'est que Trump n'en a aucune. Il a des objectifs, mais pas de stratégie. Les Européens n'ont ni objectif ni stratégie pour atteindre ces objectifs, parce qu'ils ne les ont pas. Voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Certains ont mentionné qu'il existe une publication célèbre de Donald Trump sur son compte Truth Social, où il a dit exactement ce que vous avez expliqué auparavant. Et il y a eu des personnes, comme Larry Johnson et d'autres, qui ont affirmé que ce n'était qu'une explication sarcastique de la part de Donald Trump. Personnellement, j'ai toujours pensé que Trump n'était pas assez intelligent pour faire du sarcasme, mais cela va probablement dans ce sens, c'est-à-dire qu'il essaye de plaire à ses adversaires de tous bords, probablement. C'est probablement la position de Donald Trump. Mais au-delà de cela, il y a des faits. Le premier fait,
c'est que les Américains ou l'administration Trump ont déclaré probablement en avril, si je ne me trompe pas, qu'ils cesseraient de financer l'Ukraine. Et début septembre, le Financial Times a rapporté que l'administration américaine avait décidé d'arrêter de financer ou de soutenir les dépenses de défense des pays frontaliers de la Russie, à savoir les États baltes et la Pologne. Et je pense que c'est probablement cette dernière décision, début septembre, qui a déclenché une certaine panique en Occident, ou plus précisément en Europe. Et nota bene, c'est exactement à ce moment-là que nous avons commencé à observer ces violations de l'espace aérien et tout cela. Et les États d'Europe de l'Est, je veux dire en particulier les États baltes et la Pologne, mais pas seulement eux, dépendent tous fortement des financements de l'UMEOR. Si l'on regarde les dépenses de l'UMEOR, il y a d'un côté les pays qui sont des contributeurs nets à l'organisation, principalement l'Allemagne, la France, l'Italie et d'autres pays similaires. Et de l'autre côté, il y a les bénéficiaires nets, c'est-à-dire surtout les pays de l'Est. Ils sont bénéficiaires nets, pas tous, mais la plupart. Quoi qu'il en soit, cela signifie qu'ils dépendent énormément de financements extérieurs, à la fois pour faire fonctionner leurs économies et leurs pays, mais aussi pour soutenir leur défense et leurs dépenses militaires. Ils dépendent fortement du soutien des États-Unis pour leur défense. Maintenant, lorsque les États-Unis disent « Eh bien, je veux dire », et c'est une conséquence de la décision prise lors du sommet de l'OTAN d'augmenter la part européenne des dépenses à 5% du PIB de chaque pays. Donc, et c'était la raison invoquée par l'administration américaine pour dire « Eh bien, d'accord, maintenant vous augmentez vos dépenses de défense, et donc les États-Unis peuvent réduire leurs dépenses pour l'Europe. » Vous voyez, c'est la logique. Mais cela a bien sûr des conséquences, car comme nous le voyons, la plupart de ces pays ont fourni beaucoup d'équipements à l'Ukraine, beaucoup d'équipements de défense aérienne qu'ils n'ont plus. Et la région européenne dans son ensemble n'est pas en mesure de combler ce manque. Et même les Américains ne sont plus en mesure de le faire. Lorsque vous parlez du système Patriot et des autres systèmes de défense antiaérienne qu'ils ont fournis, également à Israël d'ailleurs, cela signifie que tout l'Occident, en matière de défense et de soutien à l'Ukraine en particulier, mais aussi de soutien à la défense européenne, se retrouve aujourd'hui dans une impasse. Et c'est précisément la raison pour laquelle les États-Unis ont décidé de se retirer du théâtre européen. Pas seulement de l'Ukraine, évidemment, mais aussi du reste de l'Europe. C'est aussi une conséquence de la politique Make America Great Again de Donald Trump, où l'on se concentre sur les États-Unis et probablement sur son principal concurrent, à savoir la Chine, mais où l'on met de côté, disons, les théâtres de guerre secondaire. Je veux dire ces théâtres de guerre secondaire où, de toute évidence, les États-Unis ne gagnent rien. Ils ne font que dépenser de l'argent sans rien en retirer. L'Ukraine a été qualifiée à de nombreuses reprises par l'administration américaine de trou noir, dans lequel on envoie simplement de l'argent sans rien recevoir en retour. Il n'y a donc aucun retour sur investissement. Et Trump, qui est fondamentalement une personne orientée vers le commerce, considère que lorsqu'il n'y a pas de retour sur investissement, cela signifie que l'on perd de l'argent. Récemment, nous avons appris que la dette américaine a atteint 37 000 milliards de dollars et que les intérêts annuels que les États-Unis payent s'élèvent désormais à 1 200 milliards de dollars. Ce qui signifie que ce qu'ils payent, rien qu'en intérêts, dépasse le budget de la santé ou de la défense des États-Unis. Ils ne peuvent donc pas se permettre de soutenir financièrement et militairement les Européens. C'est la raison pour laquelle Trump souhaite se retirer du théâtre européen. Or, évidemment, pour les Européens, c'est exactement l'inverse. Ils constatent que leurs propres économies sont en difficulté.
Nous avons parlé à de nombreuses reprises des économies allemandes, britanniques et françaises qui sont en difficulté. Je ne mentionne même pas les pays qui ne font que survivre, si je puis dire, comme l'Italie, l'Espagne et d'autres, qui ont eux aussi leurs propres problèmes. Nous avons donc une Europe très malade, qui n'est plus en mesure de soutenir et de financer la guerre en Ukraine, et qui n'est même pas capable de soutenir l'augmentation des capacités de défense annoncée par Ursula von der Leyen. Ils ont donc besoin, ou du moins estiment avoir besoin, d'une présence très forte des États-Unis sur le terrain. Et cela explique pourquoi tous ces événements, qu'ils soient organisés délibérément ou non, sont, présentés ou utilisés comme propagande pour justifier la présence et le soutien financier des États-Unis en Europe. Et je pense que c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Il s'agit d'un effort pour maintenir les États-Unis dans le théâtre européen en exagérant une menace. Nous avons déjà évoqué d'ailleurs le cas de ces drones Geran qui ont pénétré l'espace aérien polonais. C'était le 10 septembre ou quelque chose comme ça, je n'ai plus toutes les dates en tête, mais c'était plus tôt ce mois-ci, où il y avait 19 drones qui étaient en fait non armés. Il s'agissait en fait de leurres que les Ukrainiens pouvaient évidemment récupérer, car ces leurres sont utilisés dans un rapport de 3 pour 1 lors de toutes ces attaques menées par les Russes en Ukraine. Cela signifie que lorsque l'on parle de 800 drones attaquant l'Ukraine, en réalité, il n'y en a que 200 qui sont de véritables drones explosifs, comme les drones Shahed ou Geran 2, et les 600 autres sont des leurres, utilisés pour attirer les missiles de la défense aérienne et tout cela. Donc ces leurres sont très visibles, ils doivent l'être. Mais comme ils ne contiennent pas d'explosifs, une fois qu'ils sont à court de carburant, ils se posent simplement dans la campagne. Il existe de nombreuses photos montrant ces drones Geran un peu partout dans le paysage ukrainien. Il est facile de récupérer ces drones, de remettre du carburant dans la machine, probablement quelques éléments et de les envoyer en Pologne. C'est probablement ce que les Ukrainiens ont fait en septembre, car les images que nous avons de ces drones montrent qu'ils ont été réparés sommairement, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas des drones originaux envoyés par la Russie, mais de drones recyclés. Cela indique une sorte de faux drapeau, si l'on veut. L'idée est de créer une situation en Pologne où ils auraient besoin de capacités de défense aérienne étendues. D'ailleurs, juste après cette affaire avec les drones Geran, le ministre ukrainien de la Défense a demandé à la Pologne, ainsi qu'à ses voisins, l'Europe en somme, de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine depuis l'Europe, c'est-à-dire d'utiliser des systèmes de défense aérienne basés en Europe pour couvrir également l'espace aérien ukrainien. C'était donc probablement l'idée des Ukrainiens. Et depuis lors, nous avons eu plusieurs incidents, en particulier ces 3 MiG-31 qui auraient prétendument violé l'espace aérien estonien, ce qui, d'après toutes les informations dont je dispose, est tout simplement une fausse information. Le problème, c'est que l'Estonie, depuis le 15 avril de cette année, lorsque le Parlement estonien a adopté une loi, a étendu sa zone d'alerte militaire plus loin dans la zone économique exclusive. Elle se trouve donc bien au-delà des 12 000 nautiques des eaux territoriales. Et en même temps, ils ont également étendu la zone d'identification de défense aérienne, ce qui signifie que même si vous avez et si vous regardez le golfe de Finlande, et vous le savez sans doute mieux que moi, je suppose, vous pouvez voir que même si vous prenez les 12 000 nautiques des eaux territoriales, et si vous appliquez cela strictement, il n'y a aucun passage possible dans le golfe de Finlande.
C'est la raison pour laquelle une zone internationale a été définie et acceptée dans le golfe de Finlande. Cela permet, notamment, aux navires et avions russes, d'ailleurs, de traverser le golfe de Finlande afin d'assurer cette liaison entre Saint-Pétersbourg et l'enclave de Kaliningrad. À la suite de la décision de l'Estonie d'étendre sa zone d'alerte, la définition estonienne de cette zone inclut désormais officiellement des eaux internationales dans l'espace où l'Estonie peut intercepter des navires et des avions. C'est l'explication de l'exemple avec le MiG-31. Un indice de cela est que les Estoniens n'ont jamais fourni d'image radar de la trajectoire de l'avion, mais seulement une ligne tracée sur une carte, ce qui, à mon avis, souligne le fait que l'Estonie exagère cette affaire, qui n'était probablement pas une violation délibérée de l'espace aérien. Nous avons maintenant un autre cas qui a éclaté au Danemark et en Norvège, je crois, où il y aurait eu des violations présumées, ou disons, des objets non identifiés au-dessus de différentes villes et aéroports. Je ne sais pas exactement quelle est la situation en Norvège, et vous êtes probablement mieux informé que moi à ce sujet. Mais au Danemark, j'ai lu un rapport de la police danoise qui indique que cet incident, qui a en fait bloqué l'aéroport de Copenhague d'une certaine manière, n'était pas un cas de guerre hybride. En fait, il y a même un rapport mentionné par les médias ukrainiens selon lequel il ne s'agissait pas d'un gros drone, comme l'avait rapporté le ministère de la Défense danois, mais selon la police danoise, il s'agissait d'un véhicule ultra léger qui effectuait un vol d'entraînement autour de l'aéroport. Donc, je ne sais pas quelle est la vérité, et il est évident qu'il y a différents témoignages et probablement différentes explications. Mais les premières informations dont nous disposons concernant ces cas indiquent qu'il n'y a pas d'implication de la Russie, que ce n'est pas un cas d'activité militaire ou même de renseignement de la part de la Russie. Et même si, comme certains l'ont rapporté, il s'agissait de tester la défense aérienne, je pense que tout ce qui se passe dans le golfe de Finlande est plus loin dans ce que l'on appelle la ceinture nord, selon le jargon de l'OTAN, les approches baltiques, tout cela est très bien connu des Russes et ils n'ont pas besoin de le tester avec quelques drones. Ils survolent cette zone en permanence. Ils disposent d'avions de renseignement électronique qui volent au-dessus des eaux internationales, je veux dire dans l'espace aérien international, et ils peuvent tout surveiller. Ils n'ont pas besoin de ces drones, surtout de petits drones à proximité des aéroports, pour identifier les capacités de l'OTAN. Donc, je pense qu'ici, nous avons un cas qui a été exagéré par les pays de l'OTAN dans le but de ramener les États-Unis sur le théâtre européen. C'est mon avis à ce sujet. Oui, eh bien, je suis les récentes histoires de drones ici, en Scandinavie. Les médias internationaux ont parlé des drones autour de la côte norvégienne. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas exclure que ce soit la Russie. Mais ensuite, dans les médias ici, ils disent « Oh, on ne peut même pas vraiment confirmer qu'il s'agissait d'un drone. » Et puis le lendemain, ils ont effectivement vu un drone, mais ils ont pu arrêter un Norvégien d'une 50aine d'années. Donc il n'y a absolument aucun indice. Je veux dire qu'on ne peut pas exclure que ce soit des Russes. On pourrait tout aussi bien dire qu'il n'y a aucune indication que ce sont des Russes. Ça ne veut rien dire. Mais c'est justement ce qui m'inquiète. Parce qu'on a vu la même chose avec le prétendu brouillage du vol de von der Leyen, qui s'est avéré être un canular. Et c'est quelque chose de très étrange, qu'importe que ce soit vrai ou non. Eh bien, le brouillage ne l'était pas. Il a été prouvé que c'était faux. Mais toutes ces autres histoires qui semblent très, suspectes, même si elles étaient vraies, l'enthousiasme qui les entoure, cette idée que, vous savez, maintenant, on peut gonfler la menace russe, on peut faire venir les Américains,
Cela semble être une approche étrange, étant donné que nous n'avons pas vraiment d'objectifs clairs. Nous n'avons plus vraiment beaucoup de ressources pour atteindre des objectifs que nous n'avons même pas définis. Eh bien, pour poursuivre sur ce point, si l'on regarde aujourd'hui le Moyen-Orient, la décision des Européens d'imposer par exemple le retour automatique des sanctions contre l'Iran, ce qui élimine toute influence européenne sur l'Iran, et pourrait également enclencher des étapes vers une nouvelle guerre contre l'Iran. Quelle est la logique européenne derrière cela? Parce que, vous savez, avec votre expérience de l'OTAN, votre passé dans le renseignement suisse, vous êtes à Bruxelles. Pourquoi? Où veulent-ils en venir? Parce que si tout cela vise simplement à rapprocher les États-Unis de l'Europe, et que cela ne fonctionne pas, ont-ils encore une marge de manœuvre? Quel est le plan B ici? Excellente question. Et comme vous l'avez justement souligné, j'ai moi-même une expérience personnelle dans le renseignement stratégique, où la tâche consiste précisément à identifier les cas où il est nécessaire de prendre une décision politique qui peut ou non augmenter certains niveaux de préparation de la défense et ce genre de choses. Ce qui me frappe dans toutes ces situations que nous avons connues, et nous pouvons parler du Venezuela, car la situation est très similaire, c'est que le renseignement est totalement absent, ou semble totalement absent, du processus de décision. Je veux dire, vous avez mentionné l'Iran et la Turquie. Nous avons eu cela en juin. En juin dernier, les États-Unis ont frappé, Israël, et les États-Unis ont frappé l'Iran. Alors qu'il avait été clairement établi en mars de cette année que le renseignement américain n'avait absolument aucune indication que les Iraniens développaient une bombe nucléaire. En fait, la conclusion des services de renseignement américains était que l'Iran ne participait à aucun programme de développement d'une bombe nucléaire. Et avec le Venezuela, c'est exactement la même chose. Nous avons maintenant les États-Unis qui attaquent des navires et déploient une immense flottille autour du Venezuela avec des destroyers, etc. Mais en même temps, les services de renseignement américains ont récemment fourni une note contredisant complètement la déclaration de Donald Trump, selon laquelle Maduro soutenait des attaques, des gangs, du trafic de drogue et ce genre de choses. L'évaluation des renseignements américains dit exactement le contraire et affirme que Maduro est en réalité faible. Il n'existe absolument aucune preuve que Maduro soutienne différents gangs, le crime organisé ou le trafic de drogue. Nous constatons donc une totale divergence entre ce que dit le renseignement américain d'un côté et l'action politique de l'autre. Et cela m'inquiète particulièrement. En Europe, c'est encore pire, car on ne voit même pas, si je regarde ce que fournit le renseignement suisse sur l'Ukraine, on constate qu'il s'agit de fausses informations. Je veux dire, ce sont simplement des informations qui proviennent directement du bureau de Zelensky. Mais il n'y a pas de véritable évaluation de la situation. Et ce que nous avons observé ces dernières semaines concernant tous ces drones et tout cela, on a le sentiment que le renseignement stratégique de différents pays, et cela inclut aussi le renseignement de l'UMPOMEM, car il existe un bureau du renseignement dans l'UMPOMEM d'ailleurs, et à l'OTAN, il y a aussi une structure de renseignement qui en réalité repose simplement sur les structures nationales de renseignement. It's based on national intelligence structures. It's not an independent intelligence structure. But nevertheless, ce n'est pas une structure de renseignement indépendante. Mais néanmoins, elle dispose d'une structure de renseignement. C'est pareil dans l'UMR. Et ces organisations sont absolument silencieuses. Au vu des décisions et des actions prises par les dirigeants, en particulier dans l'UMR, on peut vraiment s'interroger sur la logique de ces décisions, ou plutôt sur la rationalité, pas seulement la logique, mais la rationalité de ces décisions. Parce que, comme je le dis toujours, dans un état de droit, la prise de décision ne s'inspire pas de Dieu, mais des faits,
Le renseignement, ou le renseignement stratégique, joue un rôle clé dans ce type de gouvernance, car il doit fournir une base objective à la prise de décision politique. Ce n'est pas une inspiration divine, ce sont des faits. C'est l'évaluation des faits. Et ce que nous avons vu ces derniers jours, ce sont en réalité des décisions, des accusations et des allégations totalement dépourvues de toute forme de rationalité. Et si l'on y réfléchit, comme vous l'avez justement souligné, nous ne savons pas avec certitude si tous ces drones et autres objets similaires sont d'origine russe. Ils pourraient l'être, en théorie. Mais si l'on observe le comportement des Russes au cours des 25 dernières années, y compris, d'ailleurs, depuis 2022, on constate que les Russes ont fait preuve d'un comportement extrêmement rationnel par rapport à ce qui se passe dans le monde. Parfois, ils semblent très résilients, car avant d'agir, ils réfléchissent à 2 fois aux conséquences. Et lorsqu'ils agissent, on voit que c'est soigneusement calibré afin d'éviter toute escalade. Alors maintenant, pourquoi les Russes commenceraient-ils soudainement à utiliser des drones aujourd'hui? Et d'ailleurs, vous savez, ce n'est pas nouveau. Nous avons eu la même chose en février 2023, avec ces ballons chinois qui envahissaient soudainement le territoire américain. Il y avait des ballons partout, et l'US Air Force n'arrivait pas à abattre tout ce qu'elle voyait dans le ciel. Puis, en décembre dernier, il y a eu tous ces drones dans la région du New Jersey, qui étaient censés être, certains disaient chinois, d'autres disaient russes. Et finalement, il s'est avéré qu'il ne s'agissait que de drones des forces de l'ordre. Mais personne ne le savait, parce que la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. On a eu la même chose. Nous avons connu une épidémie à la fin de l'année dernière et au début de cette année, avec ces câbles sous-marins qui ont été sectionnés, soi-disant par des commandos navals malveillants ou des Spetsnaz ou peu importe qui. Et cela n'a jamais été démontré. Nous avons constaté que certains câbles sous-marins ont été endommagés, mais toutes les enquêtes menées, tant en Finlande, en Suède que dans d'autres pays, ont conclu qu'il s'agissait d'accidents. Eh bien, cela peut probablement être sanctionné, mais c'était accidentel, et il n'y avait manifestement aucune opération spéciale en jeu. Nous avons donc tendance à exagérer ces incidents et à les amplifier pour créer une situation conflictuelle en Europe, au-delà de ce que nous connaissons déjà en Ukraine. Et évidemment, tout cela vise à convaincre l'opinion publique. J'ai expliqué précédemment que l'un des objectifs est évidemment de maintenir l'implication des États-Unis dans le théâtre européen. Mais il y a aussi, du côté européen, probablement cette idée qu'il faut convaincre l'opinion publique que nous sommes sous menace. On le voit parfaitement en France, où il y a indéniablement une crise financière. Mais malgré cela, Macron a toujours l'idée de doubler le budget de la défense et de déployer des unités en Ukraine, ces forces de réassurance ou des choses de ce genre. D'où viennent-ils l'argent, voyez-vous? Et donc, afin de convaincre la population de faire des sacrifices pour leur défense, il est évident qu'ils doivent créer une situation où l'on a besoin d'une protection supplémentaire, de déploiement militaire supplémentaire et de financement additionnel pour le complexe militaro-industriel. Et je pense que c'est une situation très malsaine dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il semble qu'ils aient déjà décidé des politiques, c'est la conclusion, à savoir maintenir les guerres en cours. Et tous les faits et récits cherchent en réalité un crime ou une justification pour ces politiques. Donc, quand Trump dit que l'Ukraine est en train de gagner, je refuse de croire que quelqu'un puisse vraiment avaler ça. Je veux dire, je pense que tout le monde sait que c'est absurde. Même les pires journalistes savent que ce n'est pas vrai. Mais cela est perçu comme quelque chose de très positif.
Parce que si l'Ukraine gagne, cela signifie qu'il faut continuer à financer tout cela. Il faut encore essayer de vaincre les Russes et encore une fois maintenir la guerre. Donc, c'est une déclaration absurde. Mais c'est la prescription pour les politiques que nous voulons, et je suis d'accord. Je pense que c'est pour cela que nous nous laissons souvent piéger, peut-être, par les récits. Parce que si les Russes menacent nos espaces aériens, alors il faut maintenir la pression, dépenser plus pour l'armée et affronter les Russes. Mais c'est justement pour cela qu'il n'y a plus de place pour la dissidence. Parce qu'une fois que vous dites, eh bien, regardons réellement les preuves fournies par l'Estonie, et n'y a-t-il vraiment aucune preuve? Alors peut-être devrions-nous commencer à nous interroger. Mais vous ne pouvez pas remettre cela en question, car dès que vous le faites, vous sapez le soutien à la politique. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas mentionner que Zelensky a ses politiques de recrutement brutales, parce que, vous savez, ça affaiblit le soutien à la guerre. Mais à un moment donné, la réalité ne devrait-elle pas finir par rattraper les choses? Parce que, si les Américains ne vont pas rester, et qu'il est assez évident que la situation se détériore très rapidement sur la ligne de front, il nous faut essentiellement une nouvelle politique. Il faut mettre fin à cette guerre. Ces histoires absurdes ne doivent-elles pas aussi cesser? Les récits doivent bien finir par évoluer à un moment donné. Absolument. Mais vous savez, vous avez mentionné Trump, mais si l'on regarde bien, c'est aussi le discours officiel de l'Union européenne. Si vous écoutez Ursula von der Leyen ou Kaja Kallas, elles tiennent exactement le même discours, que l'Ukraine est en train de gagner et qu'il est possible de gagner. Je veux dire, elles ne sont pas allées aussi loin que Donald Trump, en affirmant qu'il serait possible de récupérer tout le territoire jusqu'aux frontières de 1991, mais elles considèrent tout de même qu'une victoire est possible. Et pour cette raison, il y a eu en Europe une tentative de redéfinir ce qui pourrait être considéré comme une victoire. C'est ainsi que récemment, les Ukrainiens et Zelensky ont évoqué un nouveau plan ou une nouvelle conception de la victoire, où ils ont défini une victoire fonctionnelle sur la Russie et une défaite fonctionnelle. Et une défaite fonctionnelle de la Russie serait qu'elle ne puisse plus avancer. Cela ne signifie pas que l'Ukraine serait capable de récupérer tout le territoire qu'elle revendique, mais que les Russes seraient arrêtés. Et tout le problème, comme vous l'avez justement souligné, c'est que si nous ne changeons pas le récit et si nous gardons le même récit, cela mettra simplement les Russes dans une position où ils auront besoin d'une victoire décisive pour résoudre le problème. Alors que nous avons vu, début 2022, c'est-à-dire dès le début de l'opération militaire russe jusqu'en août ou septembre 2022, que les Russes étaient très désireux de s'engager dans toute discussion, et ils l'ont fait. Ils ont accepté diverses propositions de l'Ukraine. Toutes ces propositions ont finalement été bloquées par les Européens, mais les Russes étaient désireux de dialoguer. Désormais, ils ont compris que quoi que l'Ukraine veuille faire en matière de dialogue, ça sera bloqué par les Européens. En fait, les Européens veulent la guerre. Et cela explique ce qui a été mentionné ou décrit comme l'orientalisation de la politique étrangère européenne. Ce n'est pas seulement parce que Kaja Kallas vient d'Estonie, mais il y a cette question. Et je l'ai probablement déjà mentionné sur votre chaîne. Mais lorsque j'étais à l'OTAN, j'ai bien sûr eu beaucoup d'interactions avec des personnes de mon grade. Et le grade de colonel est assez important à l'OTAN. Et j'ai eu de nombreux contacts avec mes homologues, en particulier ceux venant de ce qu'on appelait la vieille Europe. Je veux dire la France, l'Italie, l'Espagne et ces pays-là. Et nous avons tous constaté que l'influence de la vieille Europe s'estompait au profit de l'influence de la soi-disant nouvelle Europe, comme Donald Rumsfeld l'appelait, l'Europe de l'Est, ceux qui soutenaient essentiellement l'intervention américaine en Irak.
C'était la Nouvelle Europe. L'autre, la Vieille Europe. New Europe. The others were the old Europe. Mais il est intéressant de noter que lorsque j'étais là-bas, nous avons également constaté une influence significative de ces pays d'Europe de l'Est sur la prise de décision au sein de l'OTAN. J'étais présent lors des événements du Maïdan, donc en 2014, et nous avons pu observer les réactions concernant, par exemple, l'expulsion. Car à cette époque, dans le cadre du partenariat pour la paix, il y avait les Russes et les Biélorusses qui en faisaient partie. Ainsi, il y avait à la fois des délégations biélorusses et russes à l'OTAN. Nous étions en contact régulier avec elles, et elles participaient aux activités liées au CPEA, le Conseil de partenariat euro-atlantique, et au partenariat pour la paix. J'ai également eu beaucoup de contacts avec eux, car mon travail était directement lié aux activités du CPEA au sein de l'OTAN. Mais soudainement, en 2014, lorsque les événements de Maïdan ont eu lieu, nous avons décidé de cesser tout contact avec la délégation russe. Ils ont en fait été ostracisés au sein de l'OTAN. Ils étaient encore présents, mais personne n'était autorisé à leur parler. Plus tard, on leur a simplement demandé de partir. Je me souviens de tout ce processus, car j'étais responsable de la lutte contre la prolifération des armes légères. Lorsque nous avons été confrontés au problème du conflit du Donbass, la question évidente était « D'où les rebelles du Donbass reçoivent-ils leurs armes ?» Par conséquent, il y avait une surveillance de tous les flux d'armement susceptibles d'atteindre le Donbass. Je recevais toutes ces informations. En fait, les informations objectives dont nous disposions indiquaient qu'il n'y avait pas d'armes en provenance de Russie, mais plutôt de déserteurs des forces armées ukrainiennes qui faisaient défection avec de l'artillerie, des munitions, des chars, des véhicules blindés, etc. Ils changeaient donc littéralement de camp. Cela, d'ailleurs, a provoqué une crise au sein de l'armée ukrainienne. C'est pour cette raison que j'ai ensuite été envoyé là-bas, car je suis également l'un des experts de l'ONU en matière d'état de droit et de réforme des institutions de sécurité. À ce titre, l'OTAN m'a demandé de me rendre en Ukraine afin d'aider à mettre en œuvre certaines réformes au sein des forces de défense ukrainiennes. Je n'étais évidemment pas seul, et d'autres personnes étaient impliquées dans cette situation. Mais je faisais partie de l'équipe parce qu'il y avait cette crise au sein des forces de défense. Je veux dire, tous les soldats russophones quittaient simplement les rangs pour renforcer les soi-disant rebelles dans le sud du pays et dans la région du Donbass. Donc, j'ai suivi les événements de très près et j'ai été surpris de constater que, malgré les informations dont nous disposions, montrant qu'il n'y avait aucune implication russe, ni en Crimée, ni dans le Donbass d'ailleurs. Je veux dire, la Crimée est un cas particulier parce qu'il y avait des troupes russes déployées là-bas. Je ne veux pas entrer dans ce sujet aujourd'hui, mais c'était un cas à part. Mais dans le Donbass, il n'y avait aucune implication de la Russie, aucune implication identifiable. Et malgré cela, le récit selon lequel la Russie avait envahi le Donbass était très présent. Le mot « invasion », qui était alors largement utilisé au sein de l'OTAN, venait de la Lituanie et de la Pologne. Vous voyez? Je m'en suis plaint, parce que nous n'avions absolument aucune preuve de cela. Ce n'était qu'une allégation provenant des services de renseignement lituaniens et polonais. Nous avons donc déformé l'information afin de dramatiser la situation et de la rendre plus, disons, de rendre tout contact avec la Russie impossible, car nous étions presque en situation de guerre. Et nous avons aujourd'hui, je veux dire, une situation très similaire, où nous avons tendance à exagérer l'impact de ces petits, et il y a probablement, et pas seulement probablement, il y a certainement quelques violations de l'espace aérien.
certainly have some violations of airspace. But I remember at that time, I mean, Mais je me souviens qu'à cette époque, je veux dire en 2017 ou 2016 environ, au sein de l'OTAN, nous avions constaté certaines violations, des violations présumées. Mais la personne responsable de la défense aérienne de l'OTAN avait déclaré que dans la plupart des cas, il s'agissait d'accidents, simplement parce que le GPS n'était pas parfaitement synchronisé ou autre chose du genre. Cela expliquait ces petites violations. C'était des violations accidentelles et évidemment pas des violations délibérées de la part des Russes. Et cela se produisait dans les deux sens d'ailleurs. Donc il arrivait aussi que des forces de l'OTAN violant l'espace aérien russe. Cela va dans les deux sens. Mais toutes ces violations, et il y en a probablement des centaines chaque semaine, sont accidentelles. Et nous le savons. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en raison des exigences de la politique étrangère, je dirais nous qualifions ces violations de délibérées. Et c'est quelque chose de très dangereux et préoccupant pour moi, parce que cela signifie que nous cherchons simplement un prétexte pour gonfler et créer une situation de guerre. Et c'est là que je vois l'impact négatif, ou disons l'impact négatif de l'inexistence de véritables services de renseignement. Parce que c'est là-dessus que nous devrions nous appuyer, je veux dire, la base de nos décisions doit être une évaluation appropriée, sobre et factuelle, réalisée par les organisations de renseignement. Et cela me manque. Honnêtement, on constate que tout est guidé par la politique, mais pas par les faits. Et c'est extrêmement dangereux, car nous pouvons nous retrouver dans une situation où en fait, si Kaja Kallas ou quelqu'un d'autre décide qu'il y a une violation grave, nous pourrions être entraînés dans une situation qui, par effet boule de neige, conduit à la guerre. Et cela m'inquiète énormément. Il semble simplement que parfois, les faits ne jouent pas en notre faveur. Je parle de nous tous, je veux dire l'OTAN, puisque vous avez mentionné 2014, après le coup d'État à Kiev, lorsque la Russie a annexé la Crimée. À cette époque, parmi les marins de la marine criméenne ou de la marine ukrainienne en Crimée, 75% d'entre eux ont soit démissionné, soit rejoint la marine russe. C'est tout de même assez significatif. Si vous employez le mot « invasion », mais que 75%, une grande partie d'entre eux, sont prêts à simplement retirer l'écusson ukrainien pour mettre celui de la Russie, cela remet en cause tout le récit. Parce que si vous dites « Oh, ce n'était qu'une révolution démocratique », les Ukrainiens voulaient vraiment quitter l'orbite russe et rejoindre le monde libre, tout ce genre de discours. Comment ces faits s'intègrent-ils dans ce récit? En réalité, ils ne le font pas. Et si vous acceptez la réalité, alors vous devrez accepter d'autres réalités aussi, que la majorité des Ukrainiens n'ont pas soutenu le coup d'État, qu'ils ne voulaient pas de ce conflit avec les Russes. Pour maintenir le récit, on finit par créer ceci. On s'éloigne de plus en plus de la réalité, mais c'est nécessaire, car dès qu'on commence à exposer certaines réalités, soudainement, ce n'est plus un conflit entre le bien et le mal. Ce n'était pas une invasion non provoquée par un empire qui voulait anéantir la nation ukrainienne. Encore une fois, j'ai juste l'impression que nous nous sommes piégés dans ces récits. Absolument. Et c'est extrêmement dangereux. Je veux dire, quand on évoque le cas de la Crimée, tu as justement souligné que 75% de la flotte ukrainienne de la mer Noire a rejoint les Russes, y compris l'amiral d'ailleurs. Le chef de la flotte de la mer Noire est simplement parti et a fait défection chez les Russes. Mais sur la péninsule elle-même, en 2014, il y avait 22 000 soldats russes déployés en vertu de l'accord sur le statut des forces signé entre l'Ukraine et la Russie. Ils étaient donc stationnés sur la péninsule dans les différentes bases que la Russie y possédait. C'était totalement légal et conforme à l'accord avec l'Ukraine.
was totally legal and in accordance with Ukraine. But in addition to those 22,000, Mais en plus de ces 22 000 soldats russes, il y avait 22 000 soldats ukrainiens sur la péninsule. Et lorsque le régime a changé à Kiev, je pense que le point de rupture a été la décision du nouveau gouvernement d'abroger la loi Kivalov-Kolesnichenko de 2012, qui faisait du russe une langue officielle. En abolissant cette loi, le nouveau gouvernement, non élu, a fait du russe une langue normale, mais plus une langue officielle, ce qui signifiait que toutes les interactions entre la population russophone et l'administration devaient désormais se faire en ukrainien et non plus en russe. had to be in Ukrainian and no longer in Russian. And that was the point that created. Et c'est à ce moment-là que la division s'est créée au sein de la population ukrainienne. Le fait est que, dès que tout cela s'est produit, dans tout le sud, pas seulement dans le Donbass, mais dans toute la région, il y a eu des troubles à Odessa, Dnipropetrovsk, Nikolaïev, Kharkov, Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk. Toutes ces oblasts étaient en ébullition. Je veux dire, dans tout le sud du pays, il y avait de la rébellion. Et quand j'y étais, je crois que c'était en octobre 2014, les rebelles venaient de déclarer la force unifiée de Novorossiya. Et quand j'étais à Odessa, c'était juste après d'ailleurs, que la marine ukrainienne avait fait défection au profit du camp russe. L'atmosphère était extrêmement tendue à Odessa. Mais à l'époque, toute la situation a été provoquée par cette décision d'abolir la loi. Et en Crimée même, ce qui s'est passé, c'est qu'étant donné que l'armée ukrainienne était alors composée de conscrits recrutés sur place, la plupart des soldats en Crimée étaient d'origine russe, des Russes ethniques. Ainsi, sur les 22 000 soldats, 20 000 ont fait défection pour rejoindre les Russes. Ils ont simplement retiré leurs insignes et n'en portaient plus d'autres, devenant ainsi les fameux petits hommes verts dont tout le monde parlait. Cela a été présenté en Occident comme des troupes nouvelles, fraîches, amenées par les Russes, d'où l'utilisation du mot « invasion ». Mais en réalité, et comme je vous l'ai dit, j'étais à l'OTAN à cette époque. Nous recevions des rapports sur tout ce qui se passait dans la Baltique, non pas la Baltique, je veux dire, aussi dans la Baltique, mais surtout dans la mer Noire. Il n'y a absolument pas eu de nouvelles troupes fraîches envoyées par les Russes en Crimée. Il n'y a pas eu de débarquement de troupes ou quoi que ce soit de ce genre. Les nouveaux soldats présents étaient en fait des soldats ukraino-russes qui ont fait défection au profit des rebelles, ont retiré leurs insignes, et j'ai des documents, beaucoup de documents le prouvent. Ils portaient l'uniforme ukrainien, mais sans insigne, et ils soutenaient les rebelles. Mais bien sûr, comme vous l'avez justement dit, dire cela perturberait simplement le récit officiel, et donc personne n'en parle. Bien que cela ait été rapporté dans la presse ukrainienne, quand je parle des 20 000 soldats qui ont fait défection, cela a été mentionné à la télévision ukrainienne. Et si vous lisez mes livres, j'ai donné toutes les références. Je ne les ai pas en tête en ce moment, mais cela passait dans des émissions télévisées ordinaires en Ukraine. Les hommes politiques ukrainiens se demandaient évidemment comment cela avait pu se produire. Et, de toute évidence, il y avait aussi une position plus affirmée au sein de la classe politique ukrainienne concernant ce changement de régime qui a eu lieu. Mais tout cela a été présenté en Occident comme une révolution démocratique soutenue par l'ensemble de la population contre le dictateur, qui était Yanukovych, qui d'ailleurs n'était même pas pro-russe. Yanukovych, si vous lisez bien, n'était même pas pro-russe. Mais il se trouve qu'à cause du récit, à cause de la situation que nous avons créée, il a finalement dû fuir en Russie parce qu'il était considéré comme un ennemi par tout le monde. Nous avons donc délibérément, en réalité, créé une situation sans retour possible.
Nous avons réuni toutes les conditions pour qu'une guerre éclate déjà en 2014. Et lorsque les Russes disent que ce que nous voyons aujourd'hui, avec cette opération militaire spéciale, lorsque les Russes disent cela, en fait, ils ont raison. Le conflit a commencé en 2014, et pas seulement parce que le régime a été renversé et Yanukovych destitué, mais aussi à cause de toutes les décisions qui ont commencé à discriminer entre les Ukrainiens ethniques. Je veux dire, ce que l'on peut appeler les Ukrainiens ethniques, car il y a aussi un débat à avoir sur ce qui constitue un Ukrainien ethnique. Mais toutes les différences ou discriminations qu'ils ont commencé à faire entre ceux d'origine ukrainienne et ceux d'origine russe. Toute cette idée était déjà documentée lors des événements du Maïdan. D'ailleurs, il existe aussi des reportages de la BBC où ils ont interviewé des manifestants sur le Maïdan et d'autres qui disaient « Nous nous battons pour une Ukraine pure. L'Ukraine doit être pour les Ukrainiens. Les Russes n'ont pas leur place en Ukraine. » Ukraine must be to Ukrainians. The Russians have no place in Ukraine. That was the idea of those the West. C'était l'idée de ceux que l'Occident soutenait sur le Maïdan. Ce n'était certainement pas une idée démocratique, soulèvement, révolution, ou peu importe. Je veux dire, il faut comprendre le Maïdan, car il y a eu deux Maïdans. Il y a eu le premier Maïdan, qui était très pacifique, qui a commencé comme une sorte de manifestation de la volonté de la population de rejoindre l'Union européenne et des choses comme ça. Mais certaines personnes ont décidé qu'elles pouvaient exploiter cet élan pour créer une révolution. Et il y a eu un second Maïdan qui a eu lieu, qui était clairement violent, avec des gens venant de l'ouest de l'Ukraine. Et cela a commencé à rendre tout le mouvement du Maïdan violent. Et cela a conduit au changement de régime à Kiev. Mais la première partie était assurément démocratique et populaire. La seconde partie n'était certainement pas démocratique et même pas populaire, car elle n'était pas soutenue par la majorité de la population. En fait, cela a mené à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est très important. Le problème, comme vous l'avez justement dit, c'est que tout repose sur un récit. Même notre compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, même notre jugement sur les méchants Russes et le méchant Poutine et tous les autres, est basé sur cette évaluation initiale selon laquelle tout ce qui s'est passé sur le Maïdan était forcément démocratique. Mais cela n'était en rien démocratique, sans même mentionner le fait qu'il y avait un accord entre Yanukovych et les insurgés le 21 février 2014, qui prévoyait de nouvelles élections présidentielles, etc. Et cet accord d'ailleurs était garanti par la Pologne, l'Allemagne et la France. Et 2 jours plus tard, le 22 février, Yanukovych a été renversé et tout a changé. Donc, même ceux qui étaient censés garantir l'accord signé entre Yanukovych et les insurgés, même les garants, n'ont pas fait leur travail, tout comme ils ne l'ont pas fait plus tard concernant les accords de Minsk. Ils n'ont pas fait leur travail là non plus. Ainsi, les Occidentaux ont tout fait pour créer cette situation inflammatoire en Ukraine et mettre en place une situation qui mènerait inévitablement à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même situation. Nous sommes dans la situation où les méchants Russes sont là. Et encore une fois, j'ai expliqué la logique des Russes pour entrer en Ukraine. Était-ce la meilleure décision ou non? On peut en débattre. Une décision militaire est toujours une décision. Lorsqu'il faut prendre une décision, c'est toujours un choix. Qu'elle ait été bonne ou mauvaise, on peut en discuter. Mais le fait est qu'il y a une logique derrière cela. Et cette logique était de protéger la population russe d'Ukraine. L'alternative à cette intervention était l'accord de Minsk, qui devait être mis en œuvre par les Ukrainiens sous la supervision de leurs alliés occidentaux. Et ces alliés occidentaux ont immédiatement déclaré
qu'ils ne soutiendraient pas la mise en œuvre de l'accord. Donc, probablement, ce n'était pas une bonne décision d'intervenir en Ukraine. Mais le fait est que c'était la seule solution restante, car la solution politique avait été écartée par l'Occident lui-même. Nous avons donc clairement créé la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme vous l'avez justement dit, il est très difficile de sortir d'un récit. Nous sommes prisonniers du récit. Le problème, c'est que, et vous avez désolé, je m'étends peut-être un peu trop, mais pardon pour cela. Les Américains ont un avantage parce qu'ils ont l'élection présidentielle, ce qui permet à Trump de dire « c'était la guerre de Biden, et moi, je ferai la paix ». Cela aide. Alors qu'en France et dans d'autres pays, il y a davantage de continuité dans le leadership politique, ce qui empêche ce genre de changement radical de posture. Quoi qu'il en soit, le problème est bien que les Européens sont prisonniers de leur propre récit, et personne n'a le courage de dire « eh bien, nous avons probablement commis une erreur ». Et nous sommes maintenant comme un petit enfant qui, lorsqu'il fait une erreur, ne veut pas la reconnaître et continue simplement. Nous sommes dans un effet boule de neige où l'on ne fait qu'aggraver ou détériorer sa propre position, au lieu de dire « stop ». Maintenant, il faut revenir à une certaine forme de rationalité. D'une certaine manière, c'est la version politique du syndrome des coûts irrécupérables. On a investi, on a affirmé quelque chose, et maintenant, on n'a pas le courage de dire « non, c'était une décision ratée, arrêtons et changeons ». Si nous avions fait cela début 2022, les Russes étaient prêts à retirer toutes leurs troupes d'Ukraine. Ils étaient prêts à le faire, et ils étaient d'accord sur le principe de retirer leurs troupes d'Ukraine. Ce sont les Européens qui ont refusé cela. Désolé. Désolé, désolé. C'est pourquoi j'ai mentionné que nous sommes piégés par des récits. Vous avez évoqué 2014 et le fait que beaucoup d'entre eux étaient ukrainiens. Mais nous devons dire qu'ils étaient tous russes. Mais en s'engageant dans cette voie, il devient très difficile de s'en éloigner. Car dans notre récit, nous étions altruistes. Nous aidions l'Ukraine à repousser une invasion. Cependant, si nous laissions la réalité pénétrer ou briser ce récit, que s'est-il réellement passé? Eh bien, les pays de l'OTAN finançaient le gouvernement ukrainien que nous avions installé pour tuer des Ukrainiens dans l'Est qui s'opposaient au coup d'État que nous soutenions. Je veux dire, tout à coup, on passe du statut de gentil à celui d'avoir fait quelque chose de vraiment horrible. Et c'est pareil aujourd'hui. Je veux dire, si on reconnaissait les milliers d'Ukrainiens qui combattent en réalité du côté russe, ou le fait qu'un officier ukrainien dirige l'une des offensives, ou que beaucoup de civils dans les villes qui avancent maintenant vers la ligne de front et subissent des bombardements, ne veulent en réalité pas partir parce qu'ils attendent l'arrivée des Russes. Ce ne sont pas des récits très valorisants. Mais est-il difficile de sortir de ce récit? Parce que tous les récits parlent de notre aide à l'Ukraine, que ce n'est qu'une assistance désintéressée à l'Ukraine. L'ironie, c'est que ces récits sont en train de tuer et de détruire l'Ukraine en tant que nation. Mais s'en éloigner a un coût énorme. J'avais placé mes espoirs en Trump, car, comme vous l'avez dit, il n'avait aucun intérêt personnel dans cette affaire. Il n'a jamais répété ce mensonge, donc il avait l'opportunité de s'en détacher, mais jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Avant de conclure, où les gens peuvent-ils vous trouver? J'aurais dû le préciser au début. En plus de votre expérience à l'OTAN et dans le renseignement suisse, vous êtes aussi l'un des auteurs les plus prolifiques que je connaisse. Vous avez écrit de nombreux livres, notamment sur le Moyen-Orient, dont vous êtes un expert. Alors, comment les gens peuvent-ils découvrir votre travail et vous contacter?
Tous mes livres sont sur Amazon, donc il n'y a pas de problème. La plupart ont été traduits dans de nombreuses langues, y compris l'anglais. Ils ont été écrits à l'origine en français, mais sont désormais traduits dans de nombreuses langues. Sinon, je n'ai pas ma propre chaîne, car ce serait trop lourd pour moi de gérer cela tous les jours ou presque. Mais j'apparais sur différentes chaînes. On m'invite, comme vous le faites gentiment avec moi, régulièrement. Mais surtout, je suis davantage écrivain qu'influenceur, si vous voulez. Eh bien, merci encore. Je vous en suis reconnaissant. Et encore une fois, en tant qu'universitaire, je conseillerais également de lire réellement les livres et tout le reste. On en retire beaucoup. Donc merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci beaucoup pour voorganing. Ben,